Selon la loi, chacun doit pouvoir connaître ses droits gratuitement. Qu'en est-il pour les sourds? Aujourd'hui, il n'y a qu'au Palais de justice de Paris qu'une permanence juridique en langue des signes est mise en place par des avocats signants ou accompagnés d'un interprète. Les sourds qui rencontrent un problème de droit y sont reçus gratuitement. Mais 3 fois par mois seulement. Pour ceux qui ne peuvent se payer les services d'un avocat et d'un interprète, c'est une porte d'entrée indispensable dans l'univers de la justice. Sans interprète, rien qu'en lisant sur les lèvres, moi je comprends pas. On a cherché longtemps. Et puis on a laissé tomber. Par chance, l'assistante sociale de la Salpêtrière nous a parlé d'ici. Je suis content, enfin. Avant, pour moi, il n'y avait pas d'interprète, c'était dur. Je passais par ma famille pour me faire comprendre, mais c'était pas ça. Avec un avocat, passer par l'écrit, c'est lourd. Moi, ce que je veux, c'est me débrouiller tout seul, avoir accès à la justice, qu'il y ait un interprète de la langue des signes. Enfin, pour la première fois, c'est ce que je trouve ici. Sur 26 000 avocats parisiens, nous sommes 3 à intervenir à la permanence. Et c'est vrai qu'on est très peu nombreux, trop peu nombreux par rapport aux besoins. Quand les personnes viennent avec leur dossier, c'est absolument le même travail intellectuellement et en conseil qu'en cabinet. Il n'y a aucune différence. Peut-être la seule différence, c'est qu'on ne connaît pas ces gens-là. On ne sait pas comment ils s'appellent puisque c'est gratuit, anonyme et gratuit. Après, est-ce que le public sourd est différent ? Bien entendu qu'il est différent. Déjà, c'est pas la même langue, c'est pas la même culture. C'est des histoires qui sont quand même assez lourdes parce qu'au quotidien, il faut le savoir, les sourds, ils luttent au quotidien pour faire entendre leur voix, entre guillemets, pour exister dans la société, dans leur entreprise, dans leur famille, se manifester, faire part des injustices qu'ils subissent au quotidien. Donc oui, c'est un public qui est particulièrement victime de discrimination, d'inégalité, etc., du manque d'accès à l'information, d'accès à la justice. Et donc, il faut prêter une attention particulière et être encore peut-être plus à l'écoute, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que ces gens-là ont besoin d'être entendus, assistés, accompagnés dans leur démarche. Coucou. Bonjour, je suis Anne-Sara Cartudo, on s'est eu la semaine dernière au téléphone. Je suis responsable de la permanence juridique pour les personnes sourdes, service de... Ah oui. Voilà. Alors j'ai ouvert à Paris, à la mairie de Paris en 2002, la première permanence juridique pour les sourds. Elle a fonctionné jusqu'en 2013. Elle a démarré sur 2 après-midi par semaine et puis petit à petit c'est devenu très rapidement d'ailleurs un temps complet parce qu'il y avait une demande énorme. Les citoyens sourds, comme tous les citoyens, ont besoin de connaître leurs droits. Donc, on le voit bien d'ailleurs dans la permanence juridique du barreau, il y a une très forte demande. Il y a une réflexion à mener, non seulement sur Paris, mais sur toute la France, pour que partout, un citoyen sourd qui a besoin d'aller consulter un avocat ou un juriste pour connaître ses droits puisse avoir une réponse. Alors, on ne peut pas mettre un interprète en langue des signes partout, en continu. On ne peut pas non plus demander à tout le monde d'apprendre la langue des signes, évidemment, mais aujourd'hui, des solutions existent.
Il peut y avoir des permanences ponctuelles. On saurait que tous les mardis, par exemple, l'interprète en langue des signes est présent. Il peut y avoir des solutions aussi avec l'interprétation à distance. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, les solutions techniques, elles sont là. Financièrement, ça serait beaucoup moins cher que ce que coûte aujourd'hui l'ignorance des personnes sourdes et puis toutes les galères juridiques et administratives dans lesquelles elles se retrouvent du fait de l'ignorance du droit. Lorsqu'un sourd doit faire face à une infraction, c'est-à-dire une contravention, un délit ou un crime, donc des affaires relevant du droit pénal, c'est à la police qu'il est confronté. Et c'est souvent un parcours du combattant qui débute, car les policiers sont rarement sensibilisés à la surdité. Dans le cadre de mes interventions, j'étais amenée à rencontrer justement des personnes sourdes et muettes. C'est très difficile à gérer parce qu'on ne se comprend pas. Il y a cette barrière qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre la situation. Une fois, je suis intervenue juste pour un tapage sur la voie publique. On avait l'impression en fait que limite que c'était une agression. Et justement parce qu'on ne se comprend pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Ils ont du mal aussi à nous comprendre. Et là, je me suis dit, bon, on a vraiment une barrière. Ça serait pas mal peut-être d'avoir quelques notions. Ce stage est né suite aux nombreuses demandes qu'il y a eu de collègues en disant je me suis retrouvé confronté dans telle ou telle situation avec une personne sourde et j'étais vraiment démuni. Donc à force d'en entendre parler comme ça et de rapports, il était décidé de créer ce stage. La police, pour plusieurs raisons, ne peut pas faire appel à un organisme professionnel pour donner les cours. Donc moi, je suis conscient de mon niveau aussi. C'est pour ça que je n'ai pas plus loin que l'initiation. C'est vraiment une sorte de boîte à outils, en fait, avec du vocabulaire de base. Juste, quand le fonctionnaire va être confronté à une personne sourde en face de lui, qu'il puisse répondre à sa première attente, quoi. C'est le prendre en charge dans sa démarche et pouvoir répondre à sa requête. Et s'il se sent capable d'y répondre, il le fait. Si c'est une requête simple, perte de papier ou une victime, et sur une affaire vraiment, vraiment basique. Et s'il se sent capable, lui, de le faire, il va pouvoir répondre. Seb. Contrôle. Avant, j'étais à la débrouille et après le premier cours, je suis tombé sur un sourd-muet lors d'un contrôle qui ne comprenait pas trop ce qui se passait. Donc j'ai vu qu'il avait un appareil auditif, je lui ai demandé s'il était sourd-muet, il m'a dit oui. Donc j'ai expliqué que c'était la police, que c'était un simple contrôle. J'ai demandé s'il avait, vu que je ne savais pas exactement le mot de carte d'identité, j'ai demandé la carte avec son nom, donc il a compris, il m'a sorti sa carte. J'ai demandé s'il n'y avait pas de couteau ou de drogue, il m'a dit non. Et du coup, ça a été beaucoup plus facile pour lui de comprendre ce qui se passait, quoi. Parce qu'au départ, il voit la police arriver... Déjà, il ne nous a pas entendus, donc il nous a vu au dernier moment, et il n'a pas compris ce qui se passait, il était un peu affolé. Donc ça a permis de calmer le jeu, lui expliquer calmement, et tout s'est bien passé après. Ça, c'est un amant, une maîtresse. Ma formation me sera utile pour gérer des interventions dans ce style, ou plus grave, de toute façon. Et non seulement il y aura ça, mais il y aura également la possibilité de pouvoir être traducteur, puisqu'on a des collègues qui se retrouvent dans des situations de plainte, d'audition, victimes-auteurs avec des personnes sourdes et muettes. Et c'est difficile pour eux de se faire comprendre aussi. Donc, moi, je serai amenée à
à faire l'interprète, je serais appelée dans ce cas-là. Le collègue ne ressort pas ici avec un cursus d'interprète professionnel. Hein. Il ressort avec un cursus d'aide-communication. Ceux qui croient sortir du stage en étant interprète, non, ils s'aperçoivent très très vite, même si lors d'une première communication avec une personne sourde, qui vont être largués. Donc ça, voilà. Cette formation, elle répond à un premier besoin, c'est-à-dire qu'effectivement, je me suis fait voler mon portable, je rencontre un policier qui a une petite sensibilisation en langue des signes, la communication est plus agréable, plus facile pour moi. Encore faudrait-il que je sache où sont positionnés ces policiers. Et là, j'ai l'impression un problème d'information qui n'est pas encore mis en place sur l'ensemble de Paris. Deuxième hypothèse, je viens pour quelque chose de plus grave, agression, délit, crime, quelque chose qui fait que la communication, elle est essentielle. Et là, je ne peux pas être dans une approximation en langue des signes. Il me faut un interprète en langue des signes avec une communication fluide. Alors là, il faut véritablement que la police mette en place quelque chose de régulier qui permette que les sourds sachent qu'à tel endroit, tel jour, je peux y aller. Le commissariat est accessible en langue des signes. Donc nous sommes dans le tribunal d'instance, la salle d'audience du tribunal d'instance de Pantin. Donc le justiciable rentre par cette grande allée. Ici, ce sont les places pour les justiciables et les avocats. Donc les avocats qui généralement se positionnent sur les 2 premiers rangs, face au justiciable qui va venir à l'appel de son affaire à la barre, donc ici. Le président de l'audience, donc le juge, qui s'assoit au centre avec à sa gauche son greffier. Lorsqu'un justiciable sourd se présente, il va se présenter comme tous les justiciables au pupitre. Le seul contact avec le tribunal se fera en avançant au maximum vers le pupitre. Lors d'une audience au pénal, il y a davantage de protagonistes. Tout d'abord, le procureur, qui représente et défend la société. Et en plus, s'il s'agit d'un procès d'assises, il y a les jurés. Ce sont des citoyens tirés au sort qui participent au jugement. Ils sont placés de part et d'autre des juges. Idéalement, l'interprète se positionne à la droite du juge qui préside. Si une personne sourde souhaite que le tribunal lui désigne un interprète pour l'assister à l'audience, le tribunal va désigner quelqu'un et le tribunal va payer cet interprète. Mais si la personne sourde préfère venir avec quelqu'un de son entourage pour lui servir d'interprète, c'est parfaitement possible. Si un justiciable sourd reçoit une convocation, il faut nécessairement qu'il informe la juridiction concernée de son handicap, en expliquant soit qu'il va se présenter avec une personne de son choix qui va lui servir d'interprète, soit qu'il a besoin d'un interprète pour son audience. La difficulté pour un justiciable qui ne s'est pas manifesté avant la première audience, c'est de voir son dossier reporté et devoir retarder la procédure pour pouvoir être au mieux assisté lors de son procès. Un peu de calme dans le public, s'il vous plaît. Lorsqu'une affaire implique un sourd, le magistrat doit donc désigner un interprète. En priorité, il choisira une personne qui figure sur les listes des cours d'appel. La justice les nomme experts. Pourtant, aucun diplôme d'interprète n'est exigé, donc n'importe qui, avec quelques notions de langue des signes, peut s'y inscrire. Ces listes d'experts sont malheureusement désertées par les interprètes diplômés. Avant, il y avait 2 interprètes diplômés expertes, une jeune femme et moi-même. Aujourd'hui, il y a 0 interprète diplômé sur la Cour d'appel de Paris. Globalement, il y a plusieurs types de problèmes. Le problème du paiement. Lorsqu'on travaille pour la justice, on est payé au mieux 6 mois après, voire 1 an, voire 2 ans après. Les temps de transport ne sont pas comptabilisés. Et comme il y a une pénurie d'interprètes experts, parfois on est appelé à 500 km, ce qui n'est absolument pas viable économiquement,
Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 4 à 5 heures de transport non rémunéré, ce qui n'est pas normal. Certains services d'interprètes diplômés, mais non inscrits auprès des tribunaux, acceptent heureusement d'intervenir en justice malgré les aléas financiers. Mais au vu de la difficulté de l'exercice, ces interprètes ressentent le besoin de se former. En effet, comment traduire un vocabulaire extrêmement spécifique à un public généralement peu informé ? Finalement, le système juridique français, je le connais très peu. Je ne connais pas tous les rouages, tous les tribunaux, comment ils s'imbriquent les uns dans les autres, ou pas d'ailleurs. Et du coup, je me heurte aussi à un problème de lexique en langue des signes. Donc voilà, cette formation réunit finalement les deux critères qui me manquent actuellement. Quand j'interviens auprès des tribunaux, je n'ai pas particulièrement de problème avec les magistrats. Ils ne s'adaptent pas nécessairement à la situation, mais en tout cas ne sont pas opposés à notre présence. On peut avoir quelques minutes des fois avant avec l'avocat ou avec la personne sourde. Maintenant, avoir accès à son dossier, non. Je ne peux pas lire le dossier de la personne, mais si, dans la mesure du possible, quelques minutes avant, oui, j'essaie de demander au moins de quoi parle l'affaire, essayer de jauger un petit peu la personne sourde aussi, de voir sa compréhension. Quand une affaire aboutit devant une juridiction, le justiciable doit organiser sa défense. C'est le cas d'Olivier. Il conteste la procédure de recrutement d'un employeur qui a écarté sa candidature. Aujourd'hui, il consulte son avocat avec un interprète qu'il doit payer lui-même.
Alors, comme vous le savez, on a reçu vendredi soir des conclusions, des pièces, donc pour l'audience d'aujourd'hui. Effectivement, j'ai ajouté encore d'autres informations et d'autres choses que j'ai en tête à partir de la partie adverse et des documents qu'on a reçus. Donc, premièrement, on avait demandé la communication d'un certain nombre de pièces de la part donc de la partie adverse pour vérifier si le processus de recrutement avait été mené de façon conforme, régulière. C'est la première fois que je fais appel à un avocat, et l'échange se passe bien. Il me donne le sens des mots techniques, comme par exemple une conclusion. Il m'en donne une définition complète. Il m'explique comment se déroule la procédure, la plainte, l'organisation qui s'ensuit, les rendez-vous à venir. J'ai tout compris, c'est mieux comme ça. C'est comme un guide. Ça fait du bien. Tout à l'heure, comment ça va se passer? On arrive donc au conseil de prud'homme. Le temps qu'on va y passer dépend de notre place au rôle, c'est-à-dire dans quel ordre nous sommes prévus. Et donc, on risque d'avoir beaucoup de temps d'attente. Ils savent que je suis là avec un interprète également. Bien sûr, je sais que la loi prévoit la présence d'un interprète dans le cadre d'une procédure judiciaire. Oui, bien sûr. Oui, mais moi, j'ai préféré fonctionner différemment. J'ai choisi moi-même l'interprète. Parce que comme ça, je peux l'informer du dossier, du contexte. Alors que quelqu'un qui arrive pour traduire devant le tribunal sans aucune information concernant l'affaire, ce n'est pas terrible. Les gens qui traduisent dans les tribunaux n'ont pas accès au dossier parce que les juges ne les prennent pas comme des partenaires de confiance. Ils ne font pas un choix éclairé de l'interprète. Ça fait peur. Je ne veux pas en faire les frais. Je préfère faire moi-même appel à un interprète, que les choses soient claires, que l'affaire puisse avancer et que ça ne traîne pas. C'est bien passé ce matin avec Maître Roulier? Oui, très bien. Je suis très content. Avec Frédéric qui était là. On a eu un échange cordial, clair. Il m'a donné son avis, il m'a donné ses conseils. Enfin, c'était clair. Que je puisse comprendre pourquoi c'est long, ça me permet aussi de patienter. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut tout le temps pour constituer des dossiers, avoir les témoignages. C'est vrai que ça prend du temps et c'est quelque chose que j'accepte. Alors, par contre, financièrement, ça risque... C'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, hein. J'irai jusqu'au bout. La personne sourde, elle n'a pas des problèmes de droit du handicap, elle a des problèmes comme tout le monde qui relèvent du droit commun, c'est-à-dire droit de la famille, droit civil, droit pénal, toutes sortes de droits. Aller au tribunal, je trouve que c'est important en tant que citoyen. Qu'on soit sourd ou entendant, on est citoyen à part entière. Il faut savoir s'engager, prendre ses responsabilités, être un citoyen comme les autres. Il ne faut pas avoir peur, il faut mettre cette peur de côté. Il faut oser. On est entré dans la salle d'audience. J'étais donc accompagné de l'avocat et de l'interprète. Ça a été assez rapide, on était les 7e à passer. On s'est retrouvés en face de 2 juges qui ont eu une attitude, disons, limite. Ils ne comprenaient pas trop l'accessibilité, la présence d'un sourd. Alors, l'avocat leur a expliqué les choses très directement, en leur disant que ça ne changeait rien à la situation. Ils faisaient de gros yeux. Ils étaient un peu troublés, mais l'avocat a bien agi. Et il a pris les choses en main pour que ça avance vite. C'était bien. Et moi, j'avais le cœur qui battait la chamade. C'était sombre, j'étais troublé. Oui, j'étais troublé quand même. Mon cœur faisait carrément des bonds dans ma poitrine. Mais je me suis fait confiance. J'ai tenu bon. J'ai fait confiance à mon avocat. Les juges se sont réunis. L'interprète est allé près d'eux pour me traduire leur échange. Et voilà. Maintenant, l'affaire va passer en conciliation. Ça se passe bien. Ça suit son cours.
Pendant des années, la justice ne s'est pas rendue accessible aux sourds, qui du coup s'en sont détournés. Aujourd'hui, ces initiatives menées par des avocats, des policiers, des magistrats, laissent espérer l'ouverture de la justice aux citoyens sourds. Et ceux qui permettront d'aller plus loin seront les sourds qui s'informeront de leurs droits, les feront valoir dans les procédures face à des professionnels de plus en plus familiarisés à la surdité.